Comment ils vont? L'un des pilotes les plus talentueux que j'ai vu en F1, un potentiel de champion du monde au minimum, brisé, comme ça. En 2008, Robert Kubica gagne son premier Grand Prix en F1, il brille par son talent en 2009 et 2010, tout le monde le voit rejoindre Ferrari dans un futur très proche pour enfin aller disputer un titre mondial, et un jour de février 2011, tout s'arrête. Dans cette vidéo, je vous raconte le destin brisé de Robert Kubica. Allez, on en parle? Si t'as envie de connaître encore plus d'histoires de F1, abonne-toi, laisse-moi ton meilleur pouce levé, installe-toi confortablement et profite de cette vidéo. Commençons par le commencement. Qui est Robert Kubica? Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Je vous raconte. Eh bien, Robert Kubica est un pilote polonais né le 7 décembre 1984. Le seul et unique ressortissant de ce pays à avoir piloté en F1 d'ailleurs. Son amour pour le sport auto commence alors qu'il est tout petit, sur un Mini 4x4 qu'il conduit entre des bouteilles en plastique. J'aime ce genre d'histoire. À 10 ans, il intègre le championnat polonais de karting et gagne 6 trophées en 3 ans. Vous comprendrez donc sa décision de s'orienter vers un championnat plus compétitif en Italie. Robert Kubica, c'est un jeune qui a la dalle, il apprend l'italien et ça va très bien marcher. En 98, il est le premier étranger à gagner ce championnat. Je vous avais prévenu qu'on parlait d'un mec à fort potentiel. C'est en 2000 qu'il va devenir professionnel en s'engageant en Formule Renault. Ses résultats vont être bons, à tel point que Renault va lui proposer d'intégrer son programme de formation de pilote. Je passe rapidement sur ses résultats dans cette catégorie qui sont bien évidemment excellents. Robert va ensuite s'engager en F3 Euro Series, une autre formule de promotion, mais ses débuts vont être perturbés. En fait, il va être victime d'un accident de voiture dans lequel son bras va être assez gravement blessé. Je précise que ce n'est bien évidemment pas cet accident qui va briser sa carrière, on parle de ça un peu plus tard. Donc il va prendre part à sa première course dans la discipline, 18 vis en titane dans le bras, et va gagner la course. Je me suis dit que ça pourrait être important de le préciser. En 2004, il va participer au Grand Prix de Macao où il va finir deuxième et battre le record du tour, puis va s'engager en World Series by Renault, qu'il va gagner. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est une catégorie de promotion très cotée à l'époque, qui se fait en parallèle de la F2 et de la F3, qu'on appelle alors GP2 et GP3. Devinez quoi, il va gagner le titre en 2005, ce qui va lui ouvrir les portes d'un test avec Renault F1. Mais ce n'est pas avec Renault que sa carrière en F1 va débuter. Et oui, fort de sa trajectoire et de l'impression laissée lors des tests avec Renault, c'est BMW qui va le nommer pilote de réserve de l'équipe en 2006. Et ce qui est intéressant à l'époque, en fait, c'est que Kubica, il a beau être réserviste, c'est un pilote dont on parle. Comme je vous l'ai dit, son arrivée en F1 a fait du bruit, et son patron de l'époque, Mario Thiessen, ne tarit pas d'éloges à son égard. Il a la cote, quoi. Du coup, les rumeurs commencent à enfler. Vous savez ce que c'est. Et vas-y qu'il pourrait prendre un volant en 2007, et vas-y qu'il serait le premier Polonais dans la catégorie Rennes, ça parle pas mal dans le paddock. Puis il va se passer quelque chose qui va propulser Robert dans la voiture. Et oui, parce que Jacques Villeneuve, qui pilotait à l'époque chez eux, est déclaré inapte à conduire pour le Grand Prix de Hongrie suite à son accident du Grand Prix d'Allemagne. D'ailleurs, à ce qui paraît, il n'est pas très chaud de laisser sa place. Du coup, il y a un baquet libre chez BMW. On met le pilote de réserve. C'est pas vrai. À l'époque, si, et c'est très bien. C'est donc Robert Kubica qui va prendre le volant, et disons-le, il va faire des merveilles pour une première. Il va faire P9 en qualif devant son coéquipier de l'époque, Nick Heidfeld, lui-même, et va faire une très belle P7 lors de la course, mais sera disqualifié à cause du poids de sa voiture. C'est embêtant. Mais chez BM, le mal était fait. Peu après cette course, Jacques Villeneuve décide de quitter l'équipe, Kubica va récupérer sa place, et apparemment ça va valoir le coup. Alors son premier Grand Prix va être une désillusion parce qu'en Turquie il va se tromper de pneus et finir P12, mais la joie ne va pas tarder à venir. Mesdames et messieurs, dès son troisième Grand Prix, Robert Kubica va monter sur le podium. À Monza, il devient le premier Polonais à monter sur la boîte et à mener une course, et il est le premier pilote à monter sur le podium après seulement 3 courses, depuis Alexander Wurz en 1997. Je vous avais dit qu'on ne parlait pas de n'importe qui. En 2007, pour sa première saison complète, Robert Kubica continue sur sa lancée. Les 2 premiers Grands Prix sont un peu compliqués, mais à partir de Bahreïn, les choses changent. Il est constamment en position de scorer et porte son équipe, la dynamique se crée, le Polonais monte en puissance. Mais ce début de saison va prendre un coup d'arrêt à Montréal. Un crash monstrueux. Toujours pas celui qui arrête sa carrière, on y revient plus tard. En 2007 donc, à Montréal, au tour 27, à l'approche de l'épingle, la BMW de Robert Kubica touche la Toyota d'Jarno Trulli, dévie sa trajectoire et percute une bosse dans l'herbe. Le nez de la voiture s'élève, ce qui empêche le pilote de freiner ou tourner, et vient frapper le mur de béton de plein fouet. La voiture rebondit, revient sur la piste et s'immobilise dans l'herbe. La BMW est détruite, à tel point qu'on aperçoit les pieds du pilote qui sont à l'air libre. Je vais pas vous mentir, quand on voit ces images-là, on craint le pire. Les minutes sont longues, mais la medical car arrive et sort le pilote de sa voiture avant de l'amener à l'hôpital. Il s'en sort avec une commotion et une entorse, c'est un miracle. On apprendra plus tard qu'il a tapé à 300 à l'heure à un angle de 75 degrés, déclenchant un impact de 75 G. C'est énorme, mais je vous l'ai dit, Robert Kubica n'est pas comme les autres. Il ne va rester qu'un jour à l'hôpital. Je vous avais dit que c'était complètement fou. Il manquera quand même le Grand Prix suivant à Indianapolis, où un certain Sébastien Vettel prendra sa place. Le puzzle se remplit.
Après cette course en Amérique, il fait son retour à la compétition au Grand Prix de France, se qualifie P4 et termine la course P4. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est la saison 2008 qui va le révéler complètement. Sur la première partie de saison, il va réaliser la première pole position de BMW à Bahreïn, va faire P2 en Malaisie et à Monaco, et va arriver le Grand Prix du Canada. À Montréal, Robert part P2 sur la grille derrière Lewis Hamilton, qu'il ne va pas tarder à doubler. Ses mécanos vont faire un meilleur job que ceux de McLaren, il va le passer au stand, mais un cafouillage va lui simplifier la tâche. En fait, à la sortie des stands, Kubica et Raikkonen sont arrêtés au feu rouge. Je sais, c'est bizarre. Mais Lewis ne capte pas, ne freine pas à temps et rentre dans la voiture de Kimi, mettant fin à l'heure de course. Après ça, Kubica va mettre à profit une stratégie à 2 arrêts pour aller chercher la victoire devant son coéquipier et sortir de ce Grand Prix en leader du championnat, 1 an après son accident. Je pense qu'avec le temps, vous commencez à comprendre de quel type de pilote on parle. Un crack. Malheureusement, la deuxième partie de saison sera un peu moins joyeuse, la voiture n'étant pas aussi bonne que prévu. Kubica va quand même parvenir à monter sur le podium à Valence et à Monza, et il va finir P4 du championnat. Ce qui est quand même incroyable, attention, avec cette voiture, c'est du très bon. En 2009, les choses vont assez mal chez BMW, ils n'ont pas bien géré le passage à la nouvelle réglementation et manque de perf, le double diffuseur est installé tard, l'équipe ne parvient à faire que 2 podiums, dont un pour Kubica. En juillet 2009, l'équipe allemande annonce qu'elle quittera la F1 en fin d'année, laissant Robert sans contrat pour 2010. Pas pour longtemps, vous l'imaginez, puisqu'il va signer avec son amour de jeunesse, Renault F1. Alors c'est pas un moment évident pour Renault. À la suite du Crashgate, l'équipe est complètement déstabilisée au niveau structurel, c'est pas le meilleur moment pour arriver chez eux. D'ailleurs, je vous mets le lien de ma vidéo sur le sujet, ici. Pour vous donner quelques précisions, c'est Jenny Capital qui a pris 75% des parts de l'écurie. Éric Boulier est nommé team principal, les choses ont évolué en 2 saisons. D'ailleurs, j'ai parlé de cette période avec Éric Boulier dans ce podcast, je vous invite à aller écouter. En 2010, Renault, ça marche pas forcément très fort, mais vous l'imaginez, Robert va faire sa tambouille dès le 2e Grand Prix de la saison. Et oui, parce qu'en Australie, alors qu'il part P9 sur la grille, il va faire son premier podium avec l'équipe avec une P2 dont il a le secret. Ça fait plaisir. En fait, cette saison-là, Kubica va confirmer qu'il est l'un des meilleurs pilotes sur la grille. Ses performances sont constantes, solides, et sur les circuits où le pilote fait la différence, il est au-dessus du lot. En fait, on se rend compte que ce pilote n'est pas seulement de la génération des Hamilton, Rosberg ou Vettel, il est aussi de leur trempe. D'ailleurs, il a tapé dans l'œil d'une certaine équipe Ferrari. Au cours de la première partie de saison, la Scuderia demande à Felipe Massa de progresser s'il veut garder son volant, sinon son baquet ira à Robert Kubica. Ce genre de coup de pression. Mais malheureusement, le Polonais discutera avec l'équipe, fondera des espoirs dans le projet, mais Massa sera reconduit et lui-même re-signera avec Renault jusqu'à 2012. Comme je vous l'ai dit, Robert Kubica a marqué les esprits sur ses 3 premières saisons à F1, il est dans les petits papiers des top teams, mais un horrible accident va briser sa trajectoire. Début 2011, Robert Kubica est prêt à lancer sa saison avec son écurie, qui s'appelle d'ailleurs maintenant Lotus Renault GP. Les couleurs ont changé, vous connaissez sûrement l'histoire. Si c'est pas le cas, on en parlera dans une prochaine vidéo. Toute la pré-saison se déroule normalement, il teste même la voiture à Valence en février et signe le meilleur temps du 3e jour. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que Robert Kubica, en dehors de la saison de F1, il fait du rallye. Cette année-là, il participe au rallye d'Andorre dans une Skoda Fabia. C'est le 6 février 2011 que sa vie va basculer. Alors qu'il est dans sa spéciale, il perd le contrôle de sa voiture et percute une glissière de sécurité. Le choc est énorme, la voiture est détruite et il reste bloqué dans l'habitacle plus d'1 heure avant que l'on puisse le désincarcérer. Malheureusement, ses blessures sont terribles. Son bras est en partie sectionné, il a perdu beaucoup de sang et il souffre de fractures à la jambe, au coude et à l'épaule. En fait, la glissière de sécurité s'est détachée, est entrée dans l'habitacle et a en partie sectionné son bras. C'est vraiment horrible. Il va subir de nombreuses opérations, mais le mal est fait. Sa sortie d'hôpital ne se fera qu'en avril et il sera vite clair qu'il ne pourra pas conduire en 2012. De son côté, Renault doit changer ses plans et titularise Nick Heidfeld en attendant son retour, qui n'arrivera jamais avec l'équipe française. Pour revenir un peu sur l'accident, voici ce qu'a déclaré son copilote de rallye. Nous savions que c'était glissant à cause de l'humidité et nous étions prêts. Après la perte de contrôle, la voiture a glissé contre la glissière, puis a percuté la suivante. La barrière a perforé la voiture et l'a traversée. J'ai tout de suite vu que c'était grave. Il avait aussi un coup sous l'œil après avoir cogné sur le volant. Robert a perdu connaissance et je suis sorti par la fenêtre car la porte était bloquée. Les ambulances sont arrivées vite, mais la première manquait de matériel, puis l'hélicoptère ne pouvait pas atterrir, ce qui nous a fait perdre du temps. Cette ouverture entre les 2 glissières est insensée, mais par-dessus tout, nous n'aurions pas dû rouler dans une voiture avec si peu de protection à l'avant. Ce n'est pas la première fois qu'un accident de ce type arrive, la fédération devrait trouver une solution. Terrible histoire. Au cours d'une interview donnée en 2018, Robert Kubica révélera qu'il avait un contrat avec Ferrari pour la saison 2012. Robert Kubica ne va pas être actif en sport auto jusqu'à 2013, mais jamais il ne lâchera. Alors il ne va pas être aidé par un nouvel accident en 2012 où il se casse la jambe en marchant sur la glace, quand ça te tient, mais comme je disais, il ne va jamais lâcher. Dès septembre 2012, il va revenir en rallye sur une manche WRC qu'il va gagner 1 minute devant le deuxième. Je vous parlais d'un crack. Il faut dire qu'il ne peut presque pas utiliser son bras droit. Pendant 3 saisons, il va se concentrer sur le rallye et c'est en 2016 qu'il va revenir à la piste. En GT3 d'abord, avant de faire quelques tests en WEC, sans succès à l'époque. Et puis il va y avoir la F1.
En 2017, il remonte dans la Lotus de 2012 pour un test avec Renault, son premier roulage en F1 depuis son accident. Avec eux d'ailleurs, ça va pas mal flirter, Cyril Abiteboul déclarant à l'époque qu'il est toujours rapide, constant et surtout qu'il est toujours très enthousiaste. Après le Grand Prix de Hongrie, il va longuement tester avec eux, mais le projet va tomber à l'eau. La même année, il va aussi rouler en test avec Williams, et quand Massa annonce sa retraite, il devient un candidat très sérieux à son baquet. Chez eux, il va rouler après la fin de saison à Abu Dhabi, Padillo va déclarer que sa blessure n'est pas un problème pour la conduite, et il va être nommé pilote de réserve. La saison 2018 sera une saison sur le banc, mais à la première occasion, il va prendre part à sa première séance d'essai, et va battre le pilote titulaire que vous connaissez, puisqu'il s'agit de Lance Stroll. Je sais, ce n'est qu'une séance d'essai, mais pour lui, c'est comme une victoire. C'est en 2019 qu'il va faire son grand retour en Formule 1, mais la joie va vite retomber. La Williams est la pire machine du plateau, il marque un point en Allemagne mais ne pourra pas faire beaucoup mieux. Il est surclassé par Russell et on a l'impression que malgré les déclarations de Padillo, son pilotage n'est pas le même qu'avant. Il termine devant son coéquipier au championnat mais la conclusion est là, le Robert Kubica que l'on voit en piste n'est plus le même qu'il y a 10 ans. En 2019, il annonce la fin de son aventure avec Williams à la fin de la saison. Mais c'est toujours pas fini. En 2020, il rejoint Alfa Romeo comme pilote de réserve et retrouve donc l'équipe qui lui a donné sa chance au début de sa carrière. BMW, c'était BMW Sauber. On continue à connecter les câbles. Cette saison-là, il va tester avec l'équipe et c'est en 2021 qu'il participera au dernier Grand Prix de sa carrière, aux Pays-Bas et à Monza. En fait, Kimi Raikkonen est testé positif au Covid, ce truc infernal qui nous a plombé pendant presque 3 ans et que vous avez oublié, et c'est Robert qui prend le volant. Il fera 2 courses correctes et terminera l'année 20e sur 21 devant Nikita Mazepin. En 2022, il participera à quelques séances d'essai et quittera l'équipe au moment où Orlen rejoindra AlphaTauri. Voilà pour la F1. Faut aussi savoir que depuis 2019, il participe à pas mal d'épreuves de WEC, où il se débrouille pas trop mal. En 2022, il a fait 6 courses du championnat du monde d'endurance dans les 24 heures du Mans avec Prema, avant d'être sacré champion du monde en 2023 avec l'équipe WRT, et notamment Louis Deletras, que vous connaissez peut-être. Voilà les gars, je voulais vous raconter l'histoire du destin brisé de Robert Kubica, parce que je la trouve juste incroyable. En fait, aujourd'hui, on a du mal à se rendre compte que ce mec était un champion du monde en puissance. Quand tu vois ses perfs en F1 avec les voitures qu'il a eues sur des circuits qui font ressortir les qualités du pilote, il est clair qu'il était de la trempe des meilleurs pilotes de sa génération. C'est fou de se dire que s'il n'était pas monté dans cette satanée Skoda Fabia, il aurait peut-être un ou plusieurs titres aujourd'hui. En tout cas, j'aurais aimé le voir aux côtés de Fernando Alonso chez Ferrari en 2012. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'histoire de Robert Kubica. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!